Je me suis marié quand j'avais 23 ans et elle en avait 21. Nous nous sommes rencontrés à l'université pendant ma première année et notre relation s'est rapidement développée. Il était clair dès le début que nous étions faits pour être ensemble, alors nous avons décidé de nous marier. Après avoir obtenu son diplôme, j'ai trouvé un emploi près de ma ville natale où j'ai grandi. Mes parents y exploitaient une ferme, employant 8 travailleurs à temps plein et 45 ouvriers saisonniers. Mon frère et moi avons participé aux opérations de la ferme pendant notre enfance. Appelons mon frère Bill pour référence. Bill, qui a 3 ans de moins que moi, a choisi de ne pas poursuivre d'études supérieures et a travaillé comme ouvrier agricole pendant des années, malgré les tentatives de notre père de lui confier des rôles de direction. Il préférait être ouvrier agricole, faire son travail avec diligence et recevoir son salaire. C'est à cela qu'il a consacré sa vie jusqu'à ce qu'il décède tragiquement d'un cancer plus tôt cette année. La ferme s'étend sur près de 700 acres et comprend 3 maisons. Mes parents vivent dans la maison principale, à l'écart de la route principale, qui sert également de bureau agricole. Mon frère vivait dans une charmante remise à voiture à la jonction de l'allée et de la route principale. Pendant ce temps, ma femme, mes enfants et moi vivons dans une ferme à environ 3/4 de mile de mes parents et de mon frère. Pour agrandir la ferme et protéger la ferme, mes parents ont acquis la propriété voisine par l'intermédiaire de la Family Farm Corporation. En conséquence, les 3 maisons appartiennent désormais à la société, et mon frère et moi y vivions sans loyer, ce qui était très avantageux. Bien que mes parents occupent des postes de direction dans l'entreprise, ils l'ont structuré de manière à ce que mon frère et moi héritions de la ferme à leur décès. Selon l'arrangement, Bill a droit à 45%, tandis que je reçois 55% de l'héritage. En raison de mon rôle actif dans la gestion de la ferme parallèlement à mon travail habituel, j'ai obtenu une participation majoritaire. Même si je n'ai pas reçu de salaire supplémentaire pour ce travail, ma famille et moi avons profité de l'avantage de vivre sur la propriété sans payer de loyer, étant entendu que je deviendrai éventuellement propriétaire majoritaire. Cet arrangement a créé une merveilleuse atmosphère familiale et nous avons tous apprécié notre séjour là-bas. En ce qui concerne mes enfants, mon aînée est une fille de 21 ans, suivie d'un garçon de 20 ans. Nous avons également un garçon de 17 ans et notre plus jeune est une fille de 15 ans. La vie était vraiment merveilleuse pour nous tous. Mon mariage avec Connie a été rempli de bonheur et d'amour. Nos enfants étaient remarquables, mon travail était florissant et la ferme familiale était florissante. En gardant ce contexte à l'esprit, vous pouvez vraiment avoir une idée globale. Permettez-moi maintenant d'approfondir le sujet qui m'a poussé à partager ce message. Il y a environ 3 ans, mon frère a reçu la terrible nouvelle d'un diagnostic de cancer. Malheureusement, il avait toujours eu du mal à donner la priorité à son propre bien-être et n'avait recours à une intervention médicale que lorsque ses symptômes devenaient insupportables. Malheureusement, au moment où son cancer a été détecté, il s'était déjà propagé à diverses parties de son corps. Au cours d'un parcours difficile, il a subi des traitements de chimiothérapie et de radiothérapie épuisants qui ont eu un impact significatif sur sa santé globale. Malgré les conséquences néfastes de cette situation, il a courageusement poursuivi ses engagements professionnels. Plus tôt cette année, nous avons vécu la perte profonde de Bill, et ce fut une période incroyablement émouvante pour toute notre famille, en particulier pour moi. Bill me tenait en haute estime comme son modèle et j'étais là pour l'aider à surmonter les défis auxquels il était confronté dans la vie. L'un des obstacles majeurs qu'il a surmonté avec mon soutien a été sa lutte contre l'alcoolisme, qu'il a surmonté avec succès 4 ans avant son décès. De plus, il était aux prises avec d'importantes questions fiscales qui nécessitaient attention et résolution. J'ai joué un rôle crucial en l'aidant à relever ces défis, car il avait souvent du mal à accomplir même les tâches les plus simples que la vie lui imposait. En conséquence, notre lien est devenu exceptionnellement fort et nous sommes devenus très proches. Ma femme et mes enfants avaient aussi une profonde affection pour lui. Même s'il l'appelait affectueusement Crazy Oncle Bill, il est important de noter que Bill n'était ni inintelligent ni paresseux. Au lieu de cela, il lui manquait la motivation et l'ambition nécessaires pour améliorer sa vie et sa situation. Au fil des années, Bill a eu plusieurs relations avec différentes petites amies, mais aucune n'a duré. Beaucoup de ses liens se sont formés avec des femmes qu'il a rencontrées dans les bars, aboutissant souvent à des romances de courte durée. Cependant, il y a eu un cas où il est sorti avec une femme vraiment bienveillante et j'avais de véritables espoirs pour leur avenir ensemble.
Malheureusement, ses habitudes de consommation d'alcool l'ont finalement amené à le quitter. Mes parents ont accepté Bill de tout cœur, l'aimant inconditionnellement tout comme il m'aimait. Conformément à son testament, Bill m'a nommé exécuteur testamentaire de sa succession, me confiant la responsabilité de gérer la répartition de ses actifs. Sa succession comprenait divers biens, comme une police d'assurance vie, un modeste compte courant et des objets personnels tels que sa moto et son camion. Après ses funérailles, environ 2 semaines plus tard, je me suis retrouvé chez lui, m'occupant des questions financières et parcourant les nombreux documents qu'il avait sur la table de sa cuisine. En organisant les formalités administratives, je suis tombé sur un relevé d'une banque située à l'extérieur de notre ville. À ma grande surprise, le compte contenait un solde impressionnant de plus de 70 000 $. Cependant, ce qui m'a vraiment surpris, ce sont les noms mentionnés dans la déclaration. Le compte était au nom de Bill, mais mon plus jeune fils, que j'appellerai Joe, a été désigné comme bénéficiaire avec l'acronyme POD, qui signifie payable au décès. En parcourant les détails, je me suis senti confus. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander pourquoi mon frère avait choisi de créer le compte de cette façon. Quelle était la raison pour laquelle Joe avait été désigné comme unique bénéficiaire alors qu'il n'avait pas de lien plus étroit avec Joe que mes autres enfants? En fait, Bill avait plutôt un lien plus fort avec mes autres enfants qu'avec Joe. Mon esprit s'est emballé, essayant de trouver des réponses, mais j'ai réalisé que je n'arrivais pas à trouver une explication logique. Après avoir fait cette étonnante découverte, ma première pensée était d'informer ma femme et mes parents, mais j'ai décidé de ne pas partager la nouvelle pour le moment. Le lendemain, je me suis rendu à la banque, profitant de mon rôle d'exécuteur testamentaire pour recueillir davantage d'informations. J'ai appris que Bill avait ouvert le compte du marché monétaire juste un mois après la naissance de Joe et qu'il y avait régulièrement cotisé toutes les 2 semaines. Tandis que je reconstituais ces faits, je ne pouvais m'empêcher de me concentrer sur le lien indéniable entre Bill et Joe, qui me troublait et me préoccupait profondément. Les pensées sur la possibilité d'une liaison entre Bill et Connie et sur la question de savoir si Joe pourrait être le fils de Bill me consumaient sans relâche l'esprit. Ces pensées m'ont laissé dans un état d'anxiété et d'obsession. Cette nuit-là, consumé par ces pensées, je suis retourné chez Bill. J'étais déterminé à trouver tous les indices susceptibles de fournir des réponses. Les heures passèrent pendant que je fouillais méticuleusement dans chaque dossier et document de la maison. Finalement, je suis tombé sur quelque chose qui allait changer ma vie pour toujours. En le retournant, mon monde s'est brisé lorsque j'ai trouvé 2 vieilles photos de ma femme. Dans l'une, elle était seins nus et dans l'autre, elle tenait une bière, complètement nue. Étonnamment, les 2 photos ont été prises dans la chambre de Bill. Accablé par un mélange de dévastation, de colère et de confusion, je suis resté chez Bill pendant encore plusieurs heures cette nuit-là, oscillant entre le désespoir en larmes et la colère bouillonnante. Connie a finalement appelé pour me demander où je me trouvais, ce qui m'a incité à rentrer chez moi. À ce stade, j'ai décidé de ne pas lui parler directement, car j'avais besoin de temps pour réfléchir à mes prochaines étapes. J'ai même brièvement envisagé d'ignorer ce que j'avais trouvé, mais cette idée a été rapidement rejetée. Comment pourrais-je même penser à une chose pareille? Ces photos datent d'il y a des années et mon frère n'était plus en vie. Je ne pouvais pas garder ça pour moi. J'ai donc fait le choix de parler à mes parents de ce que j'avais découvert et j'ai donné suite à cette décision. Le lendemain, j'ai pris un peu de congé dans l'après-midi et je les ai rencontrés au bureau de la ferme. Je leur ai parlé du compte bancaire et leur ai montré les photos de ma femme. Il était crucial de présenter toutes les preuves. Mes parents ont été complètement abasourdis lorsqu'ils ont vu la preuve, et ils n'en croyaient pas leurs yeux. Ils ont été profondément perturbés et choqués par cette révélation, apparemment encore plus que moi. Ils m'ont posé des questions sur mes projets. Je leur ai dit que j'avais l'intention de confronter Connie et, si les allégations étaient vraies, d'entamer une procédure de divorce. Bien qu'ils aient compris mon choix, ma mère m'a conseillé de donner à Connie une chance de s'expliquer et de réfléchir attentivement à mes actions avant de continuer. Après notre dîner, je suis allé avec Connie chez Bill, lui disant que j'avais besoin de son aide pour le ménage et l'organisation. Une fois à l'intérieur, je l'ai guidé vers un siège et lui ai gentiment dit que nous devions discuter de quelque chose d'important. Je lui ai remis un paquet contenant le relevé bancaire et des photos d'elle. Je lui ai d'abord donné le relevé bancaire. Elle l'a regardé et a été surprise par la somme d'argent importante que Bill avait économisée.
Je lui ai demandé si elle avait remarqué quelque chose d'inhabituel sur le relevé, mais elle ne l'a pas fait, mentionnant seulement la somme impressionnante. Je lui ai ensuite demandé de lire la déclaration à haute voix, à partir du haut. Elle lut le nom et l'adresse de la banque, suivi du nom de Bill. Tandis qu'elle poursuivait, sa voix s'éteignit alors qu'elle lisait les mots « payable à mort à Joe », notre nom de famille. Elle m'a regardé avec une expression choquée, réalisant qu'elle avait été attrapée. Elle se demandait à voix haute pourquoi Bill avait fait ça. J'ai demandé si elle avait quelque chose à avouer. Elle secoua d'abord vigoureusement la tête, mais je la pressai, lui demandant à nouveau si elle en était absolument sûre. À contre-cœur, elle a confirmé sa déclaration précédente. Avec un soupir, j'ai sorti les photos et les ai placées dans ses mains tremblantes. Son corps se figea instantanément et des larmes commencèrent à couler sur son visage de manière incontrôlable. Elle a supplié de s'expliquer, la voix étranglée par l'émotion. Je lui ai dit de me raconter sa version de l'histoire. Elle était si nerveuse qu'elle s'est précipitée vers la salle de bain, où je l'ai entendue vomir. 15 minutes plus tard, elle est sortie et a avoué son implication avec Bill il y a 18 ans. Elle a admis que cette liaison était un choix insensé et égoïste, soulignant que cela n'avait duré que quelques semaines. Connie a affirmé qu'elle avait rapidement réalisé l'erreur et y avait mis fin. Elle m'a assuré que depuis lors, elle avait gardé ses distances avec Bill et n'interagissait avec lui que lorsque d'autres membres de la famille étaient présents. J'ai demandé si Joe était le fils biologique de Bill. Elle a dit avec assurance, « Non, il est sans aucun doute à vous. » Je lui ai demandé comment elle pouvait en être si sûre. Elle a insisté sur le fait que Joe était à moi, même s'il n'était pas biologique, parce que je l'avais élevé. Ces déclarations semblaient contradictoires, me laissant un peu perplexe. J'ai ensuite précisé que notre conversation portait sur sa relation avec Bill, et non sur ma relation avec Joe. Malgré ses appels au pardon en larmes, je suis resté ferme, n'offrant aucune empathie ni réconfort. Au lieu de cela, je me suis levé de mon siège et j'ai décidé de partir. Je lui ai dit de ne pas rentrer chez elle tant qu'elle ne se serait pas calmée et n'aurait pas semblé présentable. Je ne voulais pas que nos enfants la voient dans une telle détresse, alors je suis rentré chez moi tandis qu'elle est arrivée environ 1 heure plus tard. Malgré ses demandes persistantes de conversation, je lui ai fermement dit qu'il y aurait un moment approprié pour cela à l'avenir. Nous avons partagé le même lit cette nuit-là. Cependant, lorsqu'elle a essayé de me faire un câlin, j'ai rejeté ses avances. Au lieu de cela, je me suis détourné et lui ai clairement fait comprendre que je ne voulais pas partager le lit avec elle. En fait, je n'aurais pas dormi dans la même chambre qu'elle. Elle a pleuré silencieusement toute la nuit, luttant pour s'endormir. Le lendemain, j'ai utilisé mon temps libre payé et je suis allé à la maison principale pour rencontrer mes parents. Je leur ai parlé des aveux de Connie et, une fois de plus, ils ont été choqués par la révélation. J'ai confirmé que j'avais l'intention de demander le divorce de Connie. Lorsque ma mère m'a demandé si le divorce était vraiment ce que je souhaitais, j'ai admis à contre-cœur que ce n'était pas ma préférence. Mais après ce que j'avais appris, je ne pouvais plus lui faire confiance et je n'avais aucun désir d'intimité physique avec elle. Après la rencontre avec mes parents, je suis rentré chez moi et j'ai confronté Connie. Je lui ai dit que je voulais divorcer. Connie s'est complètement effondrée, submergée par les émotions. Elle a supplié et a dit que la liaison s'était produite il y a longtemps. Elle a insisté sur le fait qu'elle était sûre que Joe était mon fils. Elle m'a supplié, soulignant sa certitude. Encore une fois, j'ai fermement déclaré que Joe n'était pas le principal sujet de notre discussion. Mon amour pour lui est resté inchangé, quel que soit son père biologique. J'ai précisé que cette trahison était uniquement entre elle et moi. Le timing n'avait pas d'importance. Que cela se soit produit il y a 18 ans ou même des siècles, la gravité de sa trahison est restée la même. Plus tard dans la journée, j'ai organisé une réunion avec notre avocat habituel spécialisé dans le domaine agricole. Conscient de la gravité de la situation, il a suggéré de faire appel à un avocat spécialisé en divorce, qui se trouvait être une connaissance proche. Sans perdre de temps, j'ai fixé rendez-vous avec l'avocat spécialisé en divorce le même après-midi, lançant ainsi la procédure judiciaire. L'avocat m'a assuré que la ferme et les 3 maisons, qui font toute partie intégrante de la société, ne seraient pas menacées pendant le règlement, ce qui m'a apporté un certain réconfort au milieu du chaos. Malgré l'infidélité, l'avocat a expliqué que nos actifs restants seraient toujours répartis à parts égales.
Cela a été possible parce que mes parents avaient judicieusement organisé la ferme en tant que société, anticipant des circonstances aussi malheureuses. Ils s'étaient désignés comme seuls officiers, une prévoyance qui s'est avérée inestimable pour minimiser les retombées potentielles d'une situation comme celle-ci. Si l'un de mes enfants devait divorcer alors qu'il était propriétaire de la ferme, son ex-conjoint n'aurait aucun droit sur la ferme. L'avocat a précisé que la structure d'entreprise de la ferme n'accorde pas de droit de propriété à ma femme. Il a également précisé qu'en raison du manque d'emploi de ma femme à l'extérieur de la maison, je pourrais devoir fournir une pension alimentaire pendant au moins 5 ans, voire plus. Même en cas d'infidélité, la pension alimentaire du conjoint reste obligatoire, ce qui est assez surprenant. Les lois semblent fortement favoriser les femmes, comme il l'a souligné. Bien que nous puissions envisager de contester cette décision devant les tribunaux, son évaluation était fondée sur sa représentation antérieure de clients dans des situations similaires. Selon lui, c'était le résultat attendu. Je l'avais anticipé et préparé. L'argent n'était pas ma principale préoccupation. Je voulais simplement mettre fin au mariage. De retour à la maison, j'ai annoncé la nouvelle à Connie et elle a complètement perdu le contrôle. Elle a pleuré et supplié pour une seconde chance, mais j'ai refusé à plusieurs reprises. Ensuite, je lui ai fait savoir que je parlerais aux enfants pendant le week-end. J'ai mentionné que je parlerais d'abord avec Joe en tête-à-tête, puis que je rassemblerais tous les enfants, y compris Joe, pour les informer. Connie a demandé si elle pouvait être présente lors de ces discussions, et j'ai fermement refusé. Cependant, je lui ai dit qu'elle pourrait les rencontrer plus tard si elle le souhaitait. Samedi matin, j'ai approché Joe et lui ai fait savoir qu'il y avait quelque chose d'important dont nous devions parler. Nous avons marché jusqu'au ruisseau de notre ferme, où se trouvait un pavillon et des bancs de pique-nique. Dans ce cadre paisible, j'ai partagé la nouvelle avec lui. Comme prévu, il était dévasté et inquiet. Dans sa détresse, il m'a demandé si je l'aimerais encore s'il n'était pas mon fils biologique. Je l'ai rassuré en lui faisant savoir que mon amour pour lui resterait fort quels que soient ses liens biologiques. Je lui ai fermement dit de ne pas s'attarder là-dessus, soulignant que cela ne changerait pas ma relation avec lui ou avec l'un de ses frères et sœurs. J'ai clairement indiqué qu'il s'agissait d'un problème entre sa mère et moi, et que lui et ses frères et sœurs n'étaient pas en faute. J'ai continué en expliquant que j'allais divorcer de sa mère, soulignant que c'était uniquement à cause de sa liaison avec oncle Bill et que cela n'avait rien à voir avec lui ou ses actes. Nous avons passé quelques heures assis et à discuter. Je lui ai fait savoir que la prochaine étape serait de rassembler ses frères et sœurs et d'avoir une conversation avec eux. Sentant qu'il avait besoin d'un peu de temps pour se préparer, il l'a demandé et j'ai accepté sans hésitation. Je lui ai assuré qu'il pouvait prendre tout le temps dont il avait besoin pour se sentir à l'aise avec la situation. De retour à la maison, nous avons gardé des apparences de normalité. Même si le comportement de ma femme avait sensiblement changé, les enfants ne semblaient pas le remarquer car nous avons passé la majeure partie de l'après-midi à nous détendre au bord de la piscine. Nous avons joué à des jeux comme le cornhole et lancé le frisbee, créant l'illusion d'un week-end d'été typique pour notre famille. Cependant, sous la surface, un sombre secret planait sur nous, attendant d'être révélé. Après le dîner, Joe m'a approché et m'a exprimé sa volonté de parler à ses frères et sœurs. Malheureusement, ils avaient tous des projets avec leurs amis ce soir-là, nous avons donc décidé de reporter la discussion au lendemain matin. Le lendemain, nous nous sommes tous réveillés tôt, avons pris le petit déjeuner ensemble et avons assisté aux offices du dimanche en famille unie. Comme c'était notre routine habituelle, lorsque nous rentrions de l'église, j'ai rassemblé les enfants et leur ai fait savoir que je devais leur parler en privé. Sur la terrasse arrière, ma fille a demandé si maman serait là et je lui ai dit qu'elle ne serait pas avec nous à ce moment-là, mais qu'elle les rencontrerait plus tard. Cela a immédiatement mis les enfants mal à l'aise. Le cœur lourd, j'ai partagé la nouvelle avec eux et il a été difficile d'assister à leur réaction. Comme prévu, ils ont d'abord semblé incrédules, puis se sont mis en colère, et finalement la tristesse s'est installée. J'ai ensuite expliqué mon intention de divorcer de leur mère et les larmes sont montées à leurs yeux. Nous avons eu une longue conversation, détaillant la situation, et finalement, ils ont compris et accepté ma décision. Ma fille, submergée par les émotions, a exprimé sa forte aversion pour sa mère et son désir de couper les ponts avec elle. J'ai rappelé à chacun d'eux qu'ils sont de jeunes adultes et qu'ils ont la liberté de gérer la situation à leur manière. Cependant,
je leur ai conseillé de considérer le point de vue de leur mère et de ne pas se précipiter dans des décisions basées uniquement sur cet incident. Au lieu de cela, je les ai encouragés à réfléchir attentivement et à se souvenir de tous les moments positifs qu'ils ont vécus avec elle, car elle est toujours leur mère aimante. Après avoir pris connaissance de la situation, ils ont tous reconnu que leur relation avec leur mère avait été bonne, mais ils étaient naturellement bouleversés et aucun d'entre eux n'a immédiatement voulu la rencontrer. Pour plus de clarté, j'ai proposé de faire des tests ADN pour chacun d'eux. J'ai clairement indiqué que leur mère avait admis une brève relation avec oncle Bill, mais j'avais l'intention de passer les tests pour ma propre tranquillité d'esprit, de découvrir la vérité et de dissiper tous les doutes. Je leur ai assuré que quel que soit le résultat des tests ADN, qu'ils soient biologiquement miens ou non, mon amour pour eux resterait inchangé, car ils étaient légalement mes enfants. Plus tard dans la soirée, leur mère les a rejoints dans la salle à manger pour une conversation très émouvante. Même si je n'étais pas dans la pièce, j'ai entendu des fragments de leur discussion. Finalement, les enfants ont exprimé leur amour pour leur mère. Cependant, leur perception d'elle avait été modifiée à jamais et il semblait peu probable qu'ils lui pardonneraient un jour complètement ce qu'elle avait fait à moi et à notre famille. Cette nouvelle a été dévastatrice pour ma femme, même si c'était la conséquence qu'elle méritait. Après cette nuit, elle a dormi dans la chambre d'amis jusqu'à ce que notre divorce soit finalisé, un processus qui a duré près de 8 longs mois. Pendant tout ce temps, elle m'a supplié quotidiennement de reconsidérer ma décision et de suivre des conseils matrimoniaux, mais je suis resté ferme dans ma décision. 3 mois après notre divorce, nous avons reçu une offre inattendue d'un promoteur intéressé à acheter la maison où ma famille et moi vivions, ainsi que les 80 acres de terrain adjacents. La valeur monétaire proposée était substantielle, ce qui nous a amenés, mes parents et moi, à prendre une décision commerciale pratique et à accepter l'offre. Par conséquent, ma femme, nos 2 plus jeunes enfants et moi avons déménagé 60 jours plus tard. C'est à cette époque que ma femme a trouvé un appartement de 3 chambres en ville pour emménager. La dure réalité l'a profondément frappée pendant cette période, la faisant sombrer dans une grave dépression qui a nécessité plusieurs médicaments pour son traitement. En conséquence, je suis retourné temporairement chez mes parents. Pendant cette période, j'ai décidé de poursuivre mon rêve de longue date, construire ma propre maison sur les terres agricoles. L'opportunité s'est présentée et m'a permis de donner vie à ma vision. En collaboration avec un architecte, nous avons conçu une belle cabane en rondin de taille moyenne avec 3 chambres. Une fois achevée, je vis désormais dans cette maison de rêve avec mes 2 plus jeunes enfants. Ils passent également quelques nuits chaque semaine avec leur mère. Même si mon ex-femme continue de lutter contre sa dépression, certains signes d'amélioration apparaissent. Elle exprime un désir de se réconcilier, mais je n'ai aucun intérêt à raviver notre relation. Néanmoins, je la traite avec respect et empathie. Il est intéressant de voir à quel point la découverte de cette liaison a complètement éteint tous les sentiments que j'avais pour elle, me laissant un sentiment d'obligation plutôt que d'affection. Nos conversations tournent désormais principalement autour de nos enfants, alors que j'essaie de minimiser les interactions inutiles. Malgré la trahison, elle n'a personne d'autre ici que notre famille, donc la couper complètement n'est pas une option. Je ressens toujours un sentiment de responsabilité envers elle. Heureusement, les résultats des tests ADN ont confirmé que tous mes enfants sont biologiquement les miens. Le soulagement est immense, compte tenu des troubles et des nuits blanches que cela a provoqués. Cependant, cette révélation ne modifie pas mes sentiments envers Connie. La profonde trahison qu'elle m'a infligée reste impardonnable et je ne pourrai jamais l'oublier ni lui pardonner pleinement. Je ne comprends toujours pas pourquoi Bill a ouvert ce compte avec Joe comme bénéficiaire. Mon ex-femme insiste sur le fait qu'ils n'ont jamais discuté de paternité, et j'ai tendance à la croire sur ce point. Cependant, il est étrange que Bill prenne une telle décision sans aucune raison claire. Peut-être qu'il supposait quelque chose, ou peut-être qu'il voulait que Joe soit son enfant. Malgré cette incertitude persistante, je suis satisfait de ma situation actuelle et de la relation que j'entretiens avec mes enfants. Restaurer la confiance avec mon ex-femme n'arrivera peut-être jamais, mais je me soucie toujours d'elle et je veux sincèrement qu'elle trouve le bonheur dans la vie. Je ne sais pas exactement pourquoi j'ai ressenti le besoin de partager cela, mais l'exprimer avec des mots m'a procuré un sentiment de soulagement et m'a fait apprécier encore plus la façon dont les choses se sont déroulées. À 51 ans, j'occupe le poste de directeur adjoint dans un grand complexe d'entrepôts,
tandis que ma femme de 54 ans travaille comme agent immobilier à Tampa, en Floride. Elle s'occupe de ses 2 enfants d'âge universitaire et je n'ai pas d'enfants à moi. Il y a 10 ans, le destin nous a réunis, ma femme et moi, lors d'une convention d'affaires, et nous sommes ensemble depuis. Nous partageons le même intérêt pour les voyages, la plage et le temps passé en famille. Redonner à notre communauté locale, faire du bénévolat dans des soupes populaires et organiser des collectes de nourriture pour ceux qui en ont besoin sont importants pour nous. Avoir un impact positif sur la vie des autres et contribuer à la société a été incroyablement gratifiant. Ma femme est socialement active, participe fréquemment à des événements et passe du temps avec ses copines. Notre vie au lit a été satisfaisante, mais je me sentais parfois mal à l'aise face à sa tendance à flirter excessivement avec les hommes en position d'autorité. Je me souviens très bien d'un incident lors d'un événement immobilier au cours duquel elle s'est livrée à ce que j'ai perçu comme un flirt excessif avec un promoteur immobilier. J'ai exprimé mes inquiétudes juste après le déjeuner. Elle m'a expliqué que la plupart de ces interactions étaient liées au travail et, même si elle s'est finalement excusée, j'avais encore des doutes quant à sa sincérité. Au fil du temps, ses sorties avec ses amis sont devenues plus fréquentes, entraînant des absences prolongées de la maison, ne durant que quelques jours à chaque fois mais se produisant plus souvent. Son groupe comprenait ma femme et 3 autres femmes aux statuts matrimoniaux différents, comme elle me l'a dit. J'ai toujours été quelqu'un qui fait entièrement confiance jusqu'à preuve du contraire, et cela s'étend à ma confiance en ma femme. Un soir après le travail, ma femme a appelé et m'a mentionné qu'elle apporterait le dîner à la maison, tout en m'appelant sans le savoir sur haut-parleur. Un bruit de fond indiquait la présence de 2 autres femmes dans la voiture avec elle. Au cours de la conversation, une des femmes m'a demandé si je les rejoignais pour un voyage à Miami. Cela m'a pris par surprise et j'ai demandé à ma femme à qui elle parlait. Elle a expliqué que la femme s'adressait à moi. Malgré ma confusion, j'ai répondu non, je serais probablement occupé par mon travail. Plus tard, lorsque ma femme est rentrée à la maison, nous avons eu une vive dispute au sujet de ses projets non communiqués de voyager à Miami. Elle a affirmé que c'était une décision de dernière minute et qu'elle allait m'en informer, mais son ami l'a révélé prématurément. Ma femme m'a informé qu'ils étaient allés dans un bar et qu'une de ses amies avait trop bu. Son travail en tant qu'agent immobilier impliquait des interactions avec diverses personnes, l'exploration de différents quartiers, une participation active aux activités communautaires et l'offre d'aide aux autres. Cependant, comme mentionné précédemment, elle avait un penchant pour le flirt. Son travail d'agent immobilier lui rapportait un revenu annuel de plus de 120 000 $, alors que mes propres revenus étaient d'environ 40 000 $, soit nettement moins que le sien. Il est important de noter qu'il lui a fallu plusieurs années pour atteindre son niveau de revenu actuel. Elle a investi massivement dans la préparation de son voyage à Miami, dépensant une somme substantielle en vêtements, même si elle disposait déjà d'une garde-robe bien fournie. Quelques jours plus tard, elle part pour Miami, à seulement 4h30 de route de Tampa, avec l'intention d'y rester 4 jours. Cependant, le deuxième jour de son absence, alors que je rentrais du travail vers 19h, quelque chose d'inattendu s'est produit. On frappa distinctement à la porte, et un homme en costume formel se tenait là, tenant une grande enveloppe en papier craft. Il s'est adressé à moi par mon nom, m'a remis l'enveloppe et m'a dit « Ceci est pour toi ». Après, il est parti. En ouvrant l'enveloppe, j'ai trouvé une note avec un numéro de téléphone de contact et les mots « Contactez-moi si vous souhaitez discuter des photos ». Alors que je regardais la première photo, elle montrait ma femme assise sur les genoux d'un homme, engagé dans un baiser passionné, les mains sur son dos. Il semblait être dans une sorte de boîte de nuit. La deuxième photo représentait une scène au bord d'une piscine, où ma femme et un homme partageaient un baiser passionné. À ce stade, j'ai décidé d'appeler le numéro de téléphone indiqué sur la note. Au cours de notre conversation, j'ai appris qu'il s'agissait d'un détective privé engagé par un autre mari soupçonneux de l'infidélité de sa femme. Son travail consistait à recueillir des informations sur le cercle social de l'épouse du client. En examinant les photos de plus près, je suis tombé sur 3 autres photos qui montraient clairement des moments au lit entre ma femme et le même homme. À ce moment-là, un mélange de colère, de frustration et de chagrin m'a submergé, faisant monter les larmes. J'ai appelé mon père et lui ai raconté les événements récents. Il m'a conseillé de retrouver mon calme et m'a fortement recommandé de m'abstenir de lui révéler quoi que ce soit. J'ai assuré à mon père que je resterais calme et que je ne prononcerais pas un mot.
À peine un jour avant le retour de voyage de ma femme, j'ai consulté un avocat en ligne. Lors de notre discussion, j'ai ouvertement partagé la situation et expliqué que j'avais des preuves de l'infidélité de ma femme. Malheureusement, on m'a dit qu'en Floride, cela n'avait pas d'importance parce que c'était un État sans faute. L'avocat m'a alors demandé depuis combien de temps nous étions mariés, ce quoi j'ai répondu que cela faisait plus d'une décennie. Mon plan était d'engager un avocat le lendemain tout en essayant de maintenir un sentiment de normalité à la maison. Cependant, lorsque ma femme est revenue de son voyage, cela a involontairement perturbé mon plan bien pensé, car elle avait 2 jours de congé. J'ai donc dû retarder mon projet pendant un moment. Le 3e jour, elle est retournée au travail et j'ai quitté la maison après elle. Pendant son absence, j'ai demandé à mon père et à Kenny une aide financière pour couvrir mes honoraires d'avocat, et ils ont accepté de m'aider. J'ai engagé un avocat et je lui ai demandé d'entamer une procédure de divorce, en invoquant des différences irréconciliables comme raison. Ensuite, j'ai emballé mes affaires et, avec l'aide de mon père, j'ai déménagé la plupart de mes affaires jusqu'à son appartement en utilisant son camion. Cependant, je n'avais pas encore emménagé avec lui. J'avais l'intention de rester jusqu'à ce que ma femme reçoive officiellement les papiers du divorce. 2 semaines se sont écoulées et, étonnamment, elle n'en avait pas été informée. Une autre semaine s'est écoulée et elle a finalement reçu les papiers du divorce alors qu'elle était au travail. Suite à cela, mon téléphone a commencé à recevoir des messages d'elle, y compris des questions telles que « Que se passe-t-il ?» J'étais à la maison ce jour-là lorsque mon ex-conjoint de SUNYB m'a appelé. J'ai demandé à mon père d'être présent chez nous car je ne lui faisais pas confiance, et il est arrivé 5 minutes avant elle. Dès qu'elle est entrée, elle m'a immédiatement demandé pourquoi j'avais demandé le divorce et ce qui avait motivé ma décision. J'ai sorti les photos de mon sac et les lui ai montrées, lui expliquant que c'étaient les raisons de ma demande de divorce. Elle a été choquée, s'est couvert la bouche, les larmes ont coulé et elle a tenté de s'excuser. À ce moment-là, je n'ai plus voulu la voir et je lui ai dit que nous nous retrouverions au tribunal. Comme prévu, elle a bombardé mon téléphone d'appels et de SMS, suggérant des options comme des conseils matrimoniaux avant l'audience de divorce. Elle a engagé un avocat qui a fait tout son possible pour contester la procédure. Mon avocat a monté une défense solide, ce qui a abouti à une issue favorable pour moi. J'ai reçu 60 000 $ en valeur nette de la vente ultérieure de la maison, ainsi que 900 $ par mois en pension alimentaire pour le conjoint pendant 3 ans. Nous avons partagé les meubles, mais j'ai choisi de les lui donner. Environ un mois plus tard, j'ai appris que mon ex-femme m'avait déjà trompé, même si je ne le savais pas. Une de ses amies proches avait envisagé de me parler de cette liaison, mais estimait que ce n'était pas sa place. Plus tard, elle a regretté de ne pas l'avoir divulguée et s'est excusée. J'ai répondu que si j'avais eu connaissance de cette liaison, je n'aurais peut-être pas été marié avec elle depuis une décennie. 8 mois se sont écoulés depuis mon divorce, et pendant ce temps, mon ex-femme m'a envoyé des SMS presque chaque semaine pour me demander si j'allais bien. Cependant, j'ai décidé de ne pas répondre. J'ai conservé mon numéro de téléphone, choisissant de ne pas le changer car c'est ma prérogative. Même lorsqu'elle a mentionné dans l'un de ses messages que ses enfants étaient curieux à mon sujet, cela ne m'a pas incité à répondre. La douleur de cette situation persiste, mais j'ai la chance d'avoir des amis qui me soutiennent et qui évitent de discuter de cette période tumultueuse. Je suis en quête de guérison et j'ai récemment commencé des séances de thérapie. Malgré le chagrin, je suis convaincu que tout ira bien à la fin.